Les dirigeants du G7 se réunissent en Italie pour préserver leur influence face à la Chine et à la Russie. Le groupe est cependant affaibli de l'intérieur avec des taux d'approbation bas pour plusieurs leaders et des résultats électoraux désastreux pour d'autres. Malgré ça, le G7 cherche à continuer d'exercer une influence politique dans un monde où son poids économique a diminué. Le Premier ministre Justin Trudeau en a profité pour rencontrer le président de l'Ukraine, alors que l'ombre de cette guerre plane sur ce sommet. Le Canada s'est engagé à hauteur de 5 milliards de dollars pour garantir un prêt total de 50 milliards de dollars américains des membres du G7 destinés à l'Ukraine. Ces fonds proviendraient des revenus futurs des actifs russes gelés. C'est un énorme plaisir d'être avec Vladimir Zelensky aujourd'hui pour parler de l'accord qu'on s'est entendu sur le G7 pour livrer 50 milliards de dollars d'aide des profits russes qui vont contribuer directement pour la défense et pour la reconstruction de l'Ukraine. Le Canada en est pour une contribution d'un prêt de 5 milliards de dollars. On est là toujours pour l'Ukraine. Je vais aussi être avec le président en cette fin de semaine en Suisse pour parler des enfants qui ont été enlevés par la Russie. Ça fait partie des crimes de guerre que Vladimir Poutine est en train de commettre et on va certainement être là pour continuer à défendre la cause ukrainienne et la règle de droit partout dans le monde. On en discute avec le spécialiste en affaires internationales et ex-conseiller au ministère des Affaires étrangères, Jocelyn Coulon. Jocelyn Coulon, bonsoir. Bonsoir. Alors, des taux d'approbation des leaders du G7 dans leurs pays respectifs sont plutôt, pour plusieurs d'entre eux, en baisse. Et c'est sans compter, évidemment, sur cette montée de la droite extrême dans plusieurs pays européens. Comment cela pourrait affecter leur capacité à agir de manière unifiée? Oui, c'est une bonne question. Maintenant, penchons-nous sur les 7 leaders. Madame Meloni et le premier ministre japonais sont à la tête de gouvernements assez stables. Ils sont assurés de leur pouvoir et même si la vie politique italienne et japonaise est souvent très turbulente et que parfois les premiers ministres tombent assez rapidement, je crois qu'il n'y a pas à s'inquiéter de leur côté. Maintenant, en ce qui concerne les 5 autres, et je les nomme Biden, Scholz, Macron, Sunak et Trudeau, il est évident que plusieurs d'entre eux, sinon tous, font face à des échéances électorales à court ou moyen terme et que ça peut les rendre plus fragiles par rapport à mon avis, plus à la scène intérieure qu'à la scène extérieure. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Les opposants qui remplaceraient les premiers ministres actuels, et je me fais une parenthèse sur la France évidemment, mais j'expliquerai pourquoi, les opposants qui remplaceraient les premiers ministres actuels font à peu près la même politique étrangère. Donc, quand ils arrivent au G7, il y a habituellement un consensus sur les grands dossiers. La rupture qui pourrait intervenir, c'est si jamais M. Jordan Bardella devient Premier ministre de France et Mme Le Pen, dans une élection présidentielle précipitée, devient présidente de la République, connaissant leur position de politique étrangère, ben là, ça pourrait bouleverser un peu la dynamique à l'intérieur du G7. Et c'est la même chose pour M. Trump. Et en quoi le sommet du G7 peut-il contribuer à renforcer la coopération internationale face aux défis posés par la Chine et la Russie? Écoutez, c'est quand même pas des problèmes qui sont nouveaux pour le G7. La Russie a été exclue de ce que l'on appelait avant le G8 en 2014. La Chine représente un challenge pour la plupart de ces pays, mais tous ne sont pas sur la même ligne en ce qui concerne la Chine. Pour la Russie, il y a unanimité, bien entendu, compte tenu de ce qu'elle a fait, en Ukraine. Mais pour la Chine, il y a des couleurs différentes, qu'on soit les Américains, les Français, les Allemands ou même les Italiens. Alors, on verra quelles sont les positions qu'ils vont prendre dans le communiqué final, mais à mon avis,
habituellement, il y a un consensus autour de ces deux pays. Bon, parlons d'influence maintenant. Avec un premier ministre mal en point dans les sondages dans le pays, quelle est l'influence du Canada au sein du G7? D'abord, il faut rappeler une chose. Historiquement, le G7, c'était d'abord le G5 en 1975. Et Valéry Giscard d'Estaing, président de la France, n'avait pas invité le Canada à être membre de ce groupe. Et quelques mois plus tard, il a invité l'Italie. Voyant cela, les Américains qui organisaient le G7 suivant ont dit, compte tenu du trop grand poids des Européens, nous allons inviter le Canada. Alors, nous sommes devenus membres parce que les États-Unis ont bien voulu nous inviter. Maintenant, à cette époque, on était une vraie puissance économique. Le G7, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, le Canada est la 10e puissance économique du monde, à peu près. La Corée du Sud va peut-être lui ravir ce titre bientôt. Alors, il est évident que l'influence canadienne est assez limitée dans un G7 dont l'influence est de plus en plus contestée, pardonnez-moi, et de moins en moins grande. Voilà. Le Canada a fait part qu'il se portait garant d'une somme de 5 milliards de dollars sur le prêt de 50 milliards que le G7 accorde à l'Ukraine. Cette annonce, est-ce qu'elle peut changer quelque chose dans la donne? Dans la guerre actuelle, non. Ce qui est important, ce sont les armes et ce sont les militaires. Parce qu'on parle beaucoup des armes occidentales qui doivent arriver en Ukraine le plus rapidement possible. Et c'est vrai, c'est nécessaire. Mais encore faut-il qu'il y ait des militaires, des soldats, pour utiliser ces armes. Or, l'Ukraine a un grand déficit humain là-dessus. Il y a près de 750 000 Ukrainiens en âge de porter les armes qui sont à l'extérieur de l'Ukraine et qui ne veulent pas rentrer pour servir sous les drapeaux. L'autre partie, à part les armes, c'est l'argent, le 50 milliards, qui, lui, va soutenir le développement économique, mais aussi le paiement des salaires des fonctionnaires ukrainiens. Et ça, évidemment, c'est bienvenu, mais l'argent n'arrivera pas avant la fin de cette année. Parlons de l'Italienne Giorgia Meloni. Vous parliez un peu plus tôt d'elle, leader du parti d'extrême droite en Italie. Elle se distingue des autres leaders en gagnant en popularité. Pourrait-elle jouer un rôle critique dans l'orientation future de la politique du G7, justement, au sein de l'OTAN particulièrement? Non, je pense pas que les leaders politiques ont un grand poids en voulant changer la donne au sein du G7. Le G7, ce n'est pas une organisation internationale, c'est un regroupement informel de 7 pays qui décident de discuter et de s'engager sur certains programmes. J'attire votre attention sur le numéro du mois de juin du Monde diplomatique où M. Dominique de Villepin, ancien premier ministre de France, signe un article où il demande à la France de se retirer du G7 parce que pour lui, c'est une vieille institution qui ne compte plus. Il n'a pas tout à fait tort. Alors vous voyez que avoir de l'influence au G7, je pense que ce sont les États-Unis qui ont le plus d'influence et les autres habituellement suivent un peu ce que les Américains veulent bien présenter. Là-dessus, justement, parlons des Américains. Il y a évidemment cet inconnu, la possible réélection de Donald Trump. En quoi Donald Trump pourrait-il changer la dynamique du G7 et par ricochet celle de l'OTAN, là, s'il est réélu? Donald Trump déteste l'OTAN. Alors déjà, on le sait. Est-ce qu'il va formellement retirer son pays de l'Alliance Atlantique? C'est toujours une possibilité. Pour le G7, je serais surpris qu'il s'en retire. Ça sert certainement ses intérêts en termes d'influence internationale, mais l'OTAN est une chose plus sérieuse, si je peux dire, parce que en fait, l'OTAN
ce sont les États-Unis. Et s'il n'y a pas d'États-Unis, il n'y a pas d'OTAN. Cette organisation n'existerait pas. Et donc, il est évident que les Européens, les Canadiens, mais surtout les Européens, regardent avec inquiétude la prochaine élection et son résultat. Nous, le Canada, on n'a pas besoin de l'OTAN pour se défendre. On sait que ce sont les Américains qui viendraient nous défendre, qu'on le veuille ou non. Mais les Européens comptent sur la garantie américaine. Jocelyn Coulon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.